Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Les Décrypteurs. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Guillaume Bensoussan. Mansour Abbas met le feu à la campagne électorale. Le patron de Raham affirme que l'État palestinien est déjà une réalité, une déclaration qui embarrasse ses potentiels partenaires du bloc anti-Netanyahou. Guillaume Gadi Eisenkot, il a pris ses distances tout de même avec cette phrase de Mansour Abbas, mais on peut se dire aussi que le moment venu, il signera avec lui. C'est un secret de polichinelle que Gadi Eisenkot aura besoin des partis arabes pour pouvoir monter un gouvernement. Peut-être pas tous, mais en tout cas celui de Mansour Abbas qui ne se présente pas avec les autres partis arabes qui ont fait une liste commune. Du parti de Mansour Abbas. Moi, la question que je me suis posée en écoutant Mansour Abbas, c'est quelles sont les motivations ? Pourquoi déclare-t-il cela ? Parce que précisément, il ne pouvait s'attendre qu'à une levée de bouclier de la part de ses futurs alliés, qu'il mettait naturellement dans la panade. Mais vous avez vu devant qui il s'adressait ? Il s'adressait devant les militants actifs de son parti. Il ne pouvait pas ne pas savoir que ses paroles ne seraient pas reprises et commentées. Donc, en fait, je me suis posé cette question. Quelle est sa motivation ? En fait, Mansour Abbas, il est vu par le public arabe comme l'espoir d'avoir une vie meilleure, d'améliorer ses conditions de vie. C'est-à-dire que les gens qui votent pour lui, son électorat est majoritairement arabe, évidemment, l'ont toujours vu comme quelqu'un qui était prêt à mettre de l'eau dans son vin, peut-être au détriment de combats existentiels qui tient beaucoup à cœur à la population arabe, notamment l'érection d'un État de Palestine. Et donc, en fait, Mansour Abbas se trouve maintenant dans une situation dans laquelle il s'est rendu incontournable, il a déjà participé au précédent gouvernement qui s'était opposé à Netanyahou, et donc là, il se dit, c'est mon moment, il faut que je m'empare finalement de ce qui est en train de se dérouler, parce qu'on a besoin de moi pour ce gouvernement de minimum 61 députés, donc je vais avancer mes pions, et je vais parler à un électorat qui peut-être n'aurait pas voté pour moi jusqu'à maintenant, pour les rassurer et leur dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai également la Palestine en tête ». Israël-Turquie, la guerre des mots, mais le dialogue en coulisses. Malgré les tensions autour de la Syrie, Jérusalem et Ankara maintiennent des canaux secrets pour éviter l'escalade. Guillaume Oded Elam, ancien chef de la division antiterroriste du Mossad, a déclaré qu'une confrontation militaire entre Israël et la Turquie était très peu probable, malgré, je cite, la stratégie d'expansion régionale à long terme du président turc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. La Turquie, il faut bien comprendre qu'elle joue un jeu très trouble. Elle joue un jeu multiple, j'allais dire un jeu double, mais c'est un billard à de multiples bandes. Elle fait partie de l'OTAN, elle a des relations avec la Russie, elle cherche à s'implanter en Syrie. C'est parce qu'elle a donné son aval que le régime de Assad est tombé, parce qu'elle considérait pouvoir ensuite mettre en place un régime qui lui permettrait de venir se réinstaller au Moyen-Orient. On rappelle toujours les volontés expansionnistes de Erdogan, qui a dans l'arrière de sa tête l'Empire ottoman qui a été défait en 1917, et il veut refaire cet Empire ottoman. Jérusalem, qui a été exprimé par des ministres turcs. Il l'a exprimé à de multiples reprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps, la Turquie est responsable, entre autres, de l'approvisionnement de 40% du fuel, du pétrole qui arrive en Israël, via l'Azerbaïdjan. Donc, en fait, la Turquie a de très forts intérêts économiques, et donc, sans cesse, elle joue ce double jeu qui fait partie justement d'un élément dissuasif diplomatique. Quel est véritablement son intérêt ? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, j'ajouterais juste... C'est pas de la politique intérieure pour toi ? C'est pas genre des déclarations qui sont... Pour moi, c'est une manière de réussir à maintenir le voile sur les intentions véritables des Turcs. Sont-ils plutôt nos amis ? Sont-ils plutôt nos ennemis ? Pour moi, ça n'est pas de l'esbrouf, ce qui s'est passé en Syrie. Et l'Iran menace désormais ceux qui suivront Washington. Téhéran prévient, tout pays qui participera aux nouvelles sanctions américaines sera considéré comme un ennemi. Guillaume Bensoussan, l'Iran, on a appris qu'elle a été invitée à rejoindre l'accord de la Mecque, la nouvelle alliance de sécurité établie par l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. C'est une information de la chaîne Al Mayadeen qui a cité un haut responsable iranien. Est-ce qu'Israël doit s'en inquiéter selon vous ? Alors, je suis très surpris d'apprendre ça, parce que précisément la raison de cet accord pakistano-saoudo-turc visait essentiellement à lutter contre l'influence grandissante de l'Iran sur la région et la menace qu'elle fait peser sur tous ses voisins. Donc, je prendrai avec beaucoup de pincettes cette annonce, Raphaël. En revanche, ce que j'aurais à dire sur ce que l'on a appris récemment, les sanctions économiques exceptionnelles
que les États-Unis comptent mettre en place sur l'Iran, c'est que les États-Unis comptent sur la Chine pour participer à ces sanctions. Or, la Chine achète du pétrole très bon marché auprès de l'Iran. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils continuent à les fournir en système de défense, en système radar. Donc, je suis un peu dubitatif quant au fait que la pression maximale qui viendrait remplacer la pression militaire qu'exercent les États-Unis sur l'Iran vienne porter des fruits qui puissent permettre de mettre l'Iran à genoux et de trouver enfin une solution à cette crise. Les pirates informatiques iraniens liés au régime de Téhéran ont paralysé une centrale électrique britannique pendant 4 jours lors d'une cyberattaque fin juillet, a rapporté le Télégraphe. Selon nos confrères, il s'agirait de la première attaque réussie de ce type au Royaume-Uni. Guillaume Bensoussan, 4 jours, une centrale électrique paralysée, 4 jours tout de même colossal. Au Royaume-Uni. C'est colossal. Et si ça avait été une centrale électrique nucléaire, ça aurait été un problème d'autant plus important. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les Iraniens ont développé des capacités cyber qui sont absolument impressionnantes. Ils ont beaucoup attaqué Israël, on en parle assez peu pour des raisons tout à fait évidentes, mais les Iraniens sont loin d'avoir les mains liées dans le dos quand il s'agit justement de riposter au niveau cyber. Et donc là, moi, la question que je me pose en entendant cette nouvelle, c'est de me dire à quel moment est-ce qu'on considère qu'une telle attaque relève de l'acte de guerre ? Parce que paralyser les infrastructures énergétiques d'un pays qui en plus se trouve à la bagatelle de 6 000 ou 7 000 kilomètres de l'Iran, qui de surcroît n'a pas franchement été un belligérant très actif lors du conflit en mars dernier, eh bien, qu'attendent les Britanniques pour réagir ? Ils avaient déjà envoyé des missiles sur l'île de Diego Garcia. Voilà, de Diego Garcia. Ils n'avaient pas bougé non plus. Oui, ils n'avaient pas bougé une oreille. C'est clair que c'est pas ça qui va les faire bouger. L'ancien empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait jamais, j'ai l'impression qu'il a été plus que paralysé et qu'il continue de démontrer le fait qu'il est totalement anesthésié. Ils ont trop peur à minima. Une personne a été blessée lors d'une attaque terroriste au couteau près d'Al-Aouja, un village palestinien. La victime, âgée de 24 ans, a été modérément blessée et évacuée vers le centre médical Shaare Tzedek de Jérusalem pour y recevoir des soins. La victime est un juif orthodoxe originaire de Beitar Illit. Dans un communiqué, le Hamas a salué cette attaque terroriste, affirmant qu'elle constituait une réponse aux, je cite, violences des colons en Cisjordanie et ainsi qu'à la profanation croissante de la mosquée Al-Aqsa. Pour moi, il y a presque une volonté, avant les élections, que ça pète dans les territoires. Et donc, comme ça fera la stratégie de ce gouvernement de dire, voilà, c'est encore les territoires, la gauche, Oslo. Ça alimente ce genre de discours. Non, t'es pas d'accord ? Je vois que t'es pas d'accord. Si c'est le cas ou non. Évidemment. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. C'est le résultat d'Oslo directement, ce qui se passe là. Je vois pas comment. Si, bien évidemment, parce qu'on a des gens qui ne se supportent pas les uns les autres. Ça serait bien de les séparer. Il faudrait justement procéder à une séparation définitive. Et Oslo n'a pas aidé à faire ça. Donc, c'était le début. Ça ne s'arrêtera jamais. Oslo, ça ne la s'arrêtera base, jamais. On a commencé cette émission. Je te coupe pas. Ouais, vas-y. Tu déplorais tout à l'heure le fait qu'il y ait des violences de fous furieux en Israël, en Judée-Samarie, de fous furieux juifs sur les Arabes. Et là, tout de suite, tout à coup, on a un Arabe qui prend un couteau pour aller tuer directement, on ne parle pas de violence là, pour aller tuer un Juif qui rentre dans sa voiture pour l'attaquer dans le dos. Je te rappelle que ce week-end, il y a un jeune de 17 ans qui s'est fait abattre. Ce que je veux... Oui, on n'en parle pas. Mais qui l'a tué ? Un Israélien. Un Israélien ? Oui. Non, il est mort tout seul. Non, mais ça n'a pas défrayé la chronique comme on n'est pas sûr que ce soit un Israélien. Non, on n'est pas sûr. Moi, je n'ai pas vu cette nouvelle-là. Il faudrait d'abord vérifier ça. Ne nous éloignons pas trop du sujet. Ce que je veux dire par là, Guillaume, rapidement, après Jonathan, après on avance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est quand même un peu complotiste, voire beaucoup, de dire le gouvernement laisse filer les violences de telle sorte à pouvoir se donner une sorte d'avantage électoral. Sinon, ça arrêterait. Mais ça fait depuis Oslo que c'est comme ça. C'est depuis Oslo que c'est comme ça. Si c'était mais ça fait 20 ans, que Netanyahou est au gouvernement. Signer ces accords. Jonathan. Et donc depuis 20 ans, ils n'arrivent pas à les arrêter. Jonathan, Hamas exerce une pression intense sur les pays médiateurs, exigeant qu'ils accusent Israël de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Guillaume, ce même Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et cherche à faire pression sur les pays médiateurs pour qu'ils publient des communiqués pour condamner Israël. Oui. C'est en effet ce que fait le Hamas depuis plusieurs mois, avec une certaine connivence, il faut le dire,
des pays médiateurs, entre autres le Qatar, l'Égypte, qui ne sont pas mécontents de pouvoir avoir une occasion de taper sur Israël. Déjà, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait un envoyé du Hamas qui s'était rendu en Égypte et le même scénario avait eu lieu. Ils ont rencontré Jared Kushner tout de même. Et ils avaient trouvé une oreille quand même assez réceptive en Jared Kushner et dans ce Nicolas dont l'envoyé du Conseil de la paix, exactement. Donc il y a, je ne dirais pas une connivence, mais il y a un peu un jeu de dupes. Et le Hamas, pendant ce temps-là, continue à distribuer des armes à la population, à répartir ces armes parce qu'on sait qu'ils savent d'ores et déjà que si le plan de paix doit avancer, ils devront restituer ces armes. Il y a une indécision quant à l'ordre dans lequel ce plan de paix va avoir lieu. Israël insiste évidemment sur le fait que les armes doivent être rendues d'abord pour que la force internationale puisse rentrer et que le désarmement ait lieu. Et le Hamas veut évidemment que ce soit l'inverse qui se produise. J'aurais une dernière chose à dire quand même. Brièvement. Ronnie, vous avez dit que le gouvernement n'avait pas réussi à aller au bout du désarmement. Mais je tiens quand même à rappeler les circonstances dans lesquelles le cessez-le-feu a eu lieu en octobre 2024. On avait le choix entre en octobre 2025, on avait le choix entre deux options. Soit faire libérer tous les otages, soit aller tout au bout de la guerre. C'était malheureusement le choix cornélien qui s'imposait à ce gouvernement, et je ne cherche pas à le dédouaner ou à prendre sa défense, je cherche juste à rappeler des faits. Donc on ne peut pas ensuite arriver, une fois qu'on a fait l'un de ces choix, qui était celui, il me semble, que vous défendiez, à savoir de libérer tous les otages. Je défends encore. Bien sûr. Tu peux me tutoyer. Écoute, on est sur un plateau de télévision, on va quand même maintenir certaines... Ouais, mais on est en Israël. Aucun problème. On ne peut pas justement avoir libéré tous les otages sans être satisfait, comme tout le monde ici. Et donc on n'avait pas à promettre aux Israéliens et à remettre à chaque fois en disant... Victoire totale. On aurait pu le faire le premier mois et sauver des vies sur les autres. Ça n'était probablement pas ce que un État gouverné par le gouvernement actuel, qui voyait la raison d'État comme la raison suprême de sa prise de décision, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Voilà. Donc on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et gifler la crémière. Les filles organisent ce week-end ces universités d'été à Valence, et à cette occasion, l'eurodéputé Rima Hassan a participé à une conférence sur la Palestine aux côtés, entre autres, de Salah Hamouri. On en parle avec vous, Anna Papiagivi. Vous êtes notre correspondante à Paris. Bonsoir, Anna. Au cœur de cette table ronde, une critique acerbe d'Israël, on l'imagine, et un appel, attention, à emprisonner les soldats franco-israéliens. Et vous l'avez dit, Salah Hamouri, présenté comme avocat militant pour les droits du peuple palestinien. Alors pour rappel, Salah Hamouri a déjà fait des années de prison pour un complot lié au FPLP qui visait à assassiner l'ancien grand rabbin séfarade Ovadia Yosef. C'était en 2005. Et puis en mai dernier, le Shin Bet et la police israélienne avaient annoncé la découverte à Jérusalem-Est d'un réseau terroriste dirigé depuis l'étranger par le franco-palestinien Salah Hamouri, justement. Guillaume, une réaction à cette chronique de Anna Papiagivi? Alors, j'ai vu les séquences, notamment celle du CRIF, qui implique Rima Hassan et Salah Hamouri. Rima Hassan qui s'improvise journaliste et qui demande sur un ton très docte à Salah Hamouri, qui répond sur un ton tout à fait similaire, pourquoi le CRIF était encore autorisé et de nous renseigner, nous, pauvres ignares, sur les véritables motivations du CRIF. Et alors, tout à coup, c'est une sorte d'avalanche, de poncifs, non justifié par ailleurs. Le CRIF est horrible, le CRIF manipule la politique française, c'est l'AIPAC, c'est comme l'AIPAC aux États-Unis. Rien n'est argumenté. C'est une liste de bullet points, comme on dit. Ce sont des puces comme ça, une énumération que fait Salah Hamouri. Il n'y a rien là-dedans. Et évidemment, c'est tout à fait dommageable. Guillaume, très rapidement, parce qu'il me reste moins d'une minute. Le calcul de Jean-Luc Mélenchon est très simple. Il lui a manqué 400 000 voix pour accéder au second tour en 2022. Céline Pina a rappelé que 70% des musulmans avaient voté pour lui en 2022, mais ils sont très peu à voter, ils sont entre 10 et 12%. Donc, son calcul est simple. Il faut mobiliser ces 400 000 voix pour lui permettre d'aller au second tour et d'affronter Marine Le Pen. Et c'est le scénario dans lequel il espère gagner. Merci.